Très heureux de vous retrouver dans Tie Break, votre émission. Vous connaissez le concept de Tie Break. On part à la rencontre d'une invitée, d'un invité, d'une personnalité pour découvrir ces tie breaks, ces moments forts, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses moments de doute. Et nous accueillons aujourd'hui Vaina Diocante. Bonjour Vaina. Bonjour. Très très heureux de vous accueillir. Alors ici au Mikado, je ne sais pas si vous connaissiez cet endroit. Non, pas du tout. Alors ici, c'est une discothèque art déco, comme on le voit, où Johnny, où toutes les stars de Pigalle, les Eddie Mitchell, les Dutronc, les Jean-Jacques Debout sont venus danser, s'égayer, faire la fête dans les années 60. On est ici au Mikado. Vaina Diocante, je voudrais qu'on vous découvre et qu'on revienne peut-être sur vos grands moments, vos tie-breaks, qui ont été parfois des moments douloureux et difficiles. D'abord, la tradition, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. Vous m'autorisez? Oui, bien sûr. Je suis très honoré. Vaina Diocante, À corps ouvert, c'est votre livre qui était sorti chez Robert Laffont en 2024. Journal de guérison qui dit beaucoup de choses. J'ai lu ce livre avec beaucoup d'attention. Je voudrais commencer par le début, votre naissance, parce que ce qui m'a interpellé de manière absolument incroyable, c'est que je découvre que vous êtes né à Pithiviers le 30 juin 1981. En préparant l'émission, je découvre que vous étiez corse, enfin andalouse corse, puisque votre maman est andalouse et votre papa est corse. Et je me dis, mais qu'est-ce que cet enfant méditerranéenne et s'est retrouvé dans la plaine de Beauce à Pithiviers? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, il s'est passé que mes parents étaient très, je dirais, un peu hippies, on va dire, et ils avaient entendu parler de cette maternité incroyable et surtout de cet obstétricien qui faisait des accouchements dans l'eau. Voilà. Et donc, il y avait des gens de toute l'Europe qui allaient là-bas pour donner naissance. Et donc, moi, je suis née dans l'eau, avec de la musique classique, dans un contexte vraiment très accueillant. Voilà, c'est ce que je dis, c'est que j'ai été vraiment voulue, désirée, et je suis née. La naissance a été idyllique. On découvre dans ce livre, Vaina, à la fois votre vie d'enfance, une enfance ballottée, puisque le couple va exploser, et vous êtes ballottée entre votre maman, qui est une femme énergique, qui a du caractère, et votre papa, qui vit en Corse, et qui a une façon de vivre très particulière, et qui, et vous le dites assez rapidement dans cet ouvrage, va abuser de vous, entre 5 ans et 11 ans, qui est qui est votre tie-break, qui est le drame de votre vie, puisque vous le décrivez comme un moment, d'une violence absolument incroyable, et qui va aussi vous conduire, et on va en parler tout au long de cette émission, à chercher le chemin de la guérison, bien sûr, par 1000 manières, par l'amour, par le chamanisme, par les bois de papillons, puisqu'on va en parler aussi, par l'idée qu'on soit dans le plus jamais ça, que ce que vous avez subi serve de leçon et puisse éviter que d'autres le vivent, parce que c'est aussi ça votre combat. Comment vous est venue d'abord l'idée d'écrire ce livre et de vous raconter? Parce qu'il y a un vrai sujet, c'est que beaucoup de Français et Françaises qui ont subi ces drames le gardent pour eux, le vivent comme une maladie qui les bouffe de l'intérieur. Vous décidez un jour de l'écrire, c'est-à-dire de vous mettre à distance de ce que vous avez vécu. Pourquoi? Je pense que c'est un espèce de concours de circonstances. Mon conjoint a des blessures miroirs, il a vécu les mêmes choses. Et en 2024, il poste publiquement sur les réseaux son histoire. Et en fait, je trouve que le courage est contagieux, et de voir mon conjoint, qui est un homme, qui en plus est dans le business, ayant le courage d'exposer son histoire, je me suis dit, je peux pas ne pas raconter la mienne non plus, en fait. Je pense qu'il m'a donné l'impulsion de le faire. Et donc, j'ai écrit un post qui est devenu viral, et j'ai été contactée par la maison d'édition Robert Laffont, et ils m'ont dit, écoutez, les portes de la maison vous sont grandes ouvertes si vous voulez raconter votre histoire. Et pour moi, c'était très important d'axer mon histoire, parce que ça fait plus de 25 ans que je fais un travail thérapeutique très intensif. Et je trouvais que c'était le bon moment pour moi, maintenant que je suis, je dirais, de nouveau fonctionnelle, ou en tout cas que je suis dans une belle phase de ma vie. C'était important pour moi d'axer le récit sur la reconstruction. Et donc, de parler de l'inceste très rapidement dans le livre, c'est-à-dire à la 20e page. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas de mystère, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'en fait, pour moi, effectivement, c'est le point de bascule, c'est la perte de l'innocence, mais c'est après
tout ce cheminement, c'est un peu comme si vous aviez subi une déflagration. Je vois ça vraiment comme un acte terroriste de sa personne. Donc on est complètement fragmenté. Et c'est comment est-ce qu'on va récupérer les morceaux de soi-même, toutes les couches de l'être, et comment est-ce qu'on va cheminer pour devenir de nouveau un être... oui, la brisure, elle est toujours là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé notre fonds de dotation les enfants kintsugi, parce que... Kintsugi, on l'expliquera, hein, c'est la réparation du... C'est l'art japonais de réparer les peaux avec de l'or. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre un enfant brisé, qui peut être brisé en mille, et en même temps tout ce processus de réparation, de reconstruction. On voit les fractures, on voit les fêlures, mais elles peuvent devenir... mais belles. Voilà. Le vase reste très beau. On peut devenir une œuvre d'art. On peut devenir... on peut être plus fort encore après et être unique de ses blessures. Et donc, et c'était important pour moi parce qu'en fait, l'inceste ou les violences sexuelles sont des blessures de honte qu'on tend à vouloir cacher. Et je sentais que c'était le bon moment pour moi de m'exposer dans le sens où on n'a pas à avoir honte, en fait, on n'a pas à se cacher, on n'a pas à porter la culpabilité de cet acte qui nous a été imposé, en fait. Le livre, je le redis, est puissant. Procurez-vous ce livre, lisez-le. Il est puissant à double titre parce que vous dévoilez très rapidement ce que vous avez subi. Vous avez essayé de le décrypter, de le comprendre, la culpabilité, la pression que vous inflige votre père. J'allais dire dans un schéma assez classique. Et puis il y a cette lettre que je trouve hallucinante. Vous écrivez à ceux, vous vous adressez à ceux qui potentiellement l'ont fait, auraient le désir de le faire ou font subir aujourd'hui à des enfants. Et vous dites, ou bien vous lirez ces mots, ou d'autres, vous entendrez les paroles d'une victime qui se libère. Ils résonneront en vous. Vous vous direz que vous aussi, vous méritez la guérison, que tant que vos pulsions ne sont que des fantasmes, tant que vous maîtrisez encore vos démons, il n'est pas trop tard pour que vous soyez entendu, pour que vous sauviez cet enfant, à commencer par vous. Il n'est pas trop tard pour que vous renonciez à commettre des actes irréversibles, à voler l'enfance de quelqu'un. Et pour vous qui choisissiez de reconquérir la vôtre, si douloureuse soit-elle, vous trouverez le courage et la force de demander de l'aide. Et ça, je trouve ça d'une puissance incroyable. Je vois que ça vous touche profondément parce qu'il y a aussi cet acte chez vous d'aller parler à ceux qui commettent ces actes, de les regarder à hauteur d'homme. Parce que ce sont des gens qui ont une vie sociale, qui sont parfois mariés, qui ont des enfants, que l'on croise parfois dans des dîners, et qui commettent ces actes absolument ignobles et irréversibles. C'est quoi votre objectif? C'est de leur parler droit dans les yeux, de leur dire réfléchissez à ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est une peine à perpétuité que vous infligez à celui à qui vous faites subir ces violences? Je pense que ma démarche, elle est d'abattre tous les tabous possibles. Et en fait, on a tendance à déshumaniser ces hommes. S'il y a autant de victimes, c'est qu'il y a autant d'auteurs d'agressions. Et ce sont nos pères, nos cousins, nos frères, nos voisins, nos collègues de travail. Donc ce sont des êtres humains qui, dans 100% des cas, ont été victimes de violences. Alors, pas nécessairement des violences sexuelles, mais dans 100% des cas, ont vécu aussi des maltraitances. Et donc, je m'adresse aussi à l'enfant qu'ils ont été. Je m'adresse à la victime potentielle qu'ils ont été. Je m'adresse à... en fait, c'est de la prévention pure, c'est-à-dire connaissez l'impact que votre acte va avoir. Parce que... prenez conscience. Prenez conscience. Que ce n'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Et puis, il y a aussi, j'ai fait un peu des recherches, il y a 44% d'auteurs mineurs d'agression. Et donc, c'est important pour moi aussi de faire de la prévention auprès des jeunes qui n'ont pas nécessairement la conscience, qui ont une espèce d'éveil de la sexualité, hormonal, un espèce de cocktail hormonal. Et donc, je pense que c'est de notre devoir de regarder aussi la racine de ce mal qu'est la pédocriminalité. Les racines du mal. Les racines, elles prennent plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type de pédocriminel. Non. Il y a vraiment une grande variété. Donc, c'était important pour moi de m'adresser aussi bien aux victimes que aux potentiels auteurs ou aux auteurs et de m'adresser à eux par leur cœur aussi, c'est-à-dire
demander de l'aide. Ce qui leur reste de bon dans leur âme, puisque c'est un peu de ça, là, vous leur dites, il y a un chemin de guérison, tu peux t'en sortir. C'est ça qui est intéressant, c'est que ne franchis pas le pas, parce qu'il y a ces pulsions, en fait, elles sont là. je parle aussi à mon père, quelque part. Évidemment. C'est-à-dire que c'est ça aussi toute la complexité. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai eu la chance d'être reconnue par la justice et qu'il y ait une réparation judiciaire, mais en même temps, il n'y a pas nécessairement eu de suivi thérapeutique derrière, il n'y a pas eu de réelle prise de conscience de sa part non plus. Donc, je pense, lui, s'est réfugié dans le déni parce que quand on est entre guillemets stigmatisé, pédocriminel, je pense que voilà, la vie est terminée d'une grande manière. Et donc le reconnaître, c'est se tuer, il ne peut pas le reconnaître. Enfin, non, c'est ça, il ne peut pas le reconnaître parce que c'est quelqu'un aussi de très narcissique, très dominateur. Très dominateur, très manipulateur. Donc bon, il porte en lui beaucoup de toxicité, quoi. Mais en fait, tout le travail que j'ai fait sur moi m'a permis d'arriver à cet endroit-là. Oui, à la fois de pardon et de dire, bon, d'accord, ce qui a été fait a été fait. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour être dans la prévention pure, pour ne pas qu'il y ait un passage à l'acte ou une récidive? Ça c'est le combat dans lequel vous êtes aujourd'hui. Oui. Je voudrais juste quand même revenir sur un autre moment de tie-break parce que celui-ci m'a encore plus troublé. On l'a évoqué, vous le dites dès la page 18, vous évoquez ce drame que vous allez ensuite... qui va vous accompagner une partie de votre vie, qui vous accompagne encore. Puis ensuite, il y a 14 ans, il y a l'autre partie de votre vie que vivent beaucoup de personnes qui ont subi, c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir une vie sociale, normale. Et vous, votre vie, elle va être absolument incroyable. Parce que la danse vous fascine. Vous êtes sélectionné à Nice, je crois, à Marseille, chez Roland Petit. Mais vous faites une petite crise d'adolescente à votre maman, achète-moi une barbe à papa, s'il te plaît, vous êtes sur le Vieux-Port, Canebière, elle vous dit, bah ok. Et puis ce moment qui est un vrai tie-break, en l'occurrence, avec tout ce que vous venez de nous raconter, qui est un moment de soleil. Puis quelqu'un vous repère dans l'allée, parce que vous êtes ravissante, vous êtes belle, vous êtes solaire. On le voit d'ailleurs sur la photo, un brin sauvage. Et la personne dit, bah, il faut qu'elle fasse du cinéma. Vous dites, mais je ne veux pas du tout faire du cinéma. Ça, je trouve ça absolument dingue. Dans cette espèce de temporalité, c'est-à-dire vous vivez quelque chose d'une violence incroyable, puis en même temps la vie vous tend la main. Comment vous regardez ce moment-là de votre vie en particulier? C'est intéressant ce que vous dites parce que mon parcours est vraiment jalonné de ces moments-là. Oui. Il est jalonné de moments, je dirais, de vrais... des grâces. Moi j'appelle ça les grâces divines, on appelle ça comme on veut, mais j'appelle ça vraiment des moments où en fait, l'existence vous prend et vous met sur votre chemin, en fait. Ça se passe plutôt là-haut, quoi. Ça se passe à un niveau qui nous échappe complètement et qui est vraiment... voilà, c'est les synchronicités, c'est les rencontres, c'est qu'est-ce qui fait que j'étais là à ce moment-là et que cette personne était là aussi et que ça a complètement dévié ma trajectoire. Et puis... oui, vous l'aviez dit, il y a la danse, il y a le cinéma aussi qui m'a permis, je pense, d'avoir... alors, il y a recul, vous avez du recul sur le cinéma au départ. Oui, il y a son lot d'abus aussi. Hein, mais vous le décrivez. Voilà, rien n'arrive. Retire ta culotte, oui. c'est Jacot, c'est Benoît Jacot, puisque vous le citez. Puis en même temps, vous mettez une deuxième culotte en peau, de chair. Le cinéma peut être une famille incestueuse aussi. Vous avez dénoncé Depardieu, parce que dans cette espèce de combat aussi que vous menez avec vous-même, parce qu'il y a une forme d'éthique dans tout ça, vous allez en plein procès Depardieu dénoncer des choses que vous avez vues. Ça, c'est aussi pour rester centré aussi par rapport à vous-même, j'imagine. Je pense que très jeune, j'ai compris que l'intégrité était vraiment une voie extrêmement importante et essentielle dans ma vie. C'est pas toujours simple d'être intègre. Parfois, on n'a même pas conscience qu'on n'est pas intègre. Mais quand j'entends quelque chose qui sonne faux, et c'est un peu... Pour moi, les bons acteurs sont des acteurs qui sonnent juste. C'est des instruments accordés. Et quand je constate quelque chose qui sonne faux et qui est vraiment dommageable pour la société, j'ai beaucoup de mal à me taire.
Mais ça, qui est directement lié, alors peut-être à votre caractère, mais directement lié à ce que vous avez vécu oui, aussi, bien sûr. de fait. Oui. Très jeune, j'ai dû, oui, j'ai dû faire le choix de la vérité et parfois la vérité, elle a des conséquences. Mais en même temps, elle permet d'être en règle avec sa conscience, elle permet de pouvoir guérir, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de fait du déni personnel, du déni sociétal, du déni civilisationnel. Et donc, si on arrive à sortir collectivement de ce déni, c'est là où on peut commencer à faire le premier pas vers la guérison collective. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos, c'est un sujet qui me tient très à cœur, et c'est aussi pour ça que je veux qu'on parle des boîtes papillons, évidemment, et de la manière dont vous vous engagez, ça, j'y tiens profondément, mais j'ai vu des vidéos, j'ai écouté aussi des vidéos de garçons, de filles adultes aujourd'hui, qui disent autour de moi, ceux qui ont vécu ça se suicident, ou tentent de suicider, sont dépressifs, sont un coût pour la société, parce qu'on ne s'en sort pas, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que vous êtes traversé par ces mêmes doutes, ou est-ce que vous dites avec le travail que j'ai fait, je suis reconstruite? Alors, je vais pas faire la prétentieuse. Je suis passée par des phases de ma vie suicidaires, autodestructrices. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Oui. C'est vraiment un parcours du combattant. Donc, c'est pas du tout. Je dis pas que la réparation est simple, facile, et je pense qu'elle nécessite de savoir demander de l'aide. On ne peut pas y arriver seul. Et moi, j'ai vraiment eu de la chance aussi d'avoir une reconnaissance de la justice de ce qui s'est passé. Il y a malheureusement beaucoup de victimes qui n'ont pas cette reconnaissance. Mais je pense que... et aussi, il faut bien le dire aussi, j'ai eu les moyens de me payer des thérapies et d'investir sur ma guérison. Oui, de prendre du temps pour le faire aussi. De prendre du temps, mais c'est vrai que c'est un fléau de santé publique. Oui. Vous avez parlé des coûts, je crois que c'est quasiment 10 milliards, 9,7 milliards. Mais ça a un coût pour la société qui est monstrueux. Ce que disent les technocrates, on appelle ça les externalités, c'est-à-dire tout ce qu'implique, tout ce qu'engage en thérapie, en difficulté sociale, d'intégration, de vie sexuelle, de mariage, de divorce, de tout. Mais ça, le coût financier, bon, c'est anecdotique en fait. C'est le coût humain. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train de construire des générations de futurs adultes vraiment dysfonctionnels et qui potentiellement vont aussi adopter des attitudes d'agressivité, d'agression. Et c'est ça qu'il faut complètement transformer en fait. Moi je pense que la protection de l'enfance doit être une priorité totale et absolue pour tous les politiques. Ça devrait être vraiment... Il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui est une société qui ne prend pas soin et qui ne protège pas ses enfants est une société qui ne croit pas en son avenir. Et donc, comment est-ce qu'on peut vraiment faire un virage à 360 et se dire on va investir, on va, comme planter des graines, on va investir sur nos enfants pour qu'en une génération, on puisse vraiment éradiquer beaucoup de problèmes qui sont liés à ça, aux violences. Je reviens à vos tie-breaks et aux dates pour qu'on comprenne la chronologie. Oui. 14 ans, puis après, cette espèce de toboggan de cinéma, la réussite, la lumière, les tournages, l'argent, parce qu'on vous parle du premier cachet, c'est 30 000 francs, puisqu'on parle encore en francs à l'époque. Ouais. Et votre mère tire le diable par la queue. Et vous vous dites, après tout, le cinéma, c'est le meilleur moyen de plus vivre en galère, d'avoir de l'argent. Comment vous le vivez, ça? Parce qu'à ce moment-là, vous avez enfoui tout ce qu'on vient de se raconter, c'est bien caché, bien enfoui. Et vous êtes Vaina Diocante, comédienne, radieuse, solaire. C'est ça, c'est très troublant. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a cette façade, on va dire, du cinéma. Ah oui. Après, alors, c'est vrai que j'ai vraiment bien enfoui ça c'est sûr. Mais, alors, l'argent, c'est sûr que ça a été un déclic, une raison pour laquelle j'ai accepté de faire mon premier film. Parce Moteur, bien sûr. Mais pas pour l'argent, vraiment pour aider mes parents pour les fournitures de danse. Ouais, vous le dites. C'est un calcul de, ok, parce que je ne viens pas d'une famille très aisée, je viens même d'une famille comme relativement modeste. Et donc, maraîcher, votre père, hein? Oui, il a été maraîcher, ouais. Il a été maraîcher. Il a eu... Bon, bref, voilà. Ma mère était éducatrice spécialisée. Donc, et en fait, je me suis dit, c'est la liberté, c'est l'autonomie surtout. J'avais besoin d'être autonome, j'avais besoin de faire ma vie très très jeune, j'avais besoin
de partir. Je me suis dit, bon... il y a de très aventurière, enfin, vous aimez, c'est quand même ce... Oui, et puis quand on ne vient pas d'un foyer très structurant ou très stable, on a besoin d'aller chercher ailleurs. Ben oui. La danse a été un moyen pour moi de trouver un confort dans la discipline. Une discipline, un cadre. Un cadre strict, régulier, peut-être même d'ailleurs très, très rigide, mais j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de ça pour me construire. Et après... le cinéma, ça a été vraiment un échappatoire sur une nouvelle liberté, une nouvelle... Et puis de jouer des personnages, de se cacher derrière. Oui, exactement, de se cacher derrière. Et donc de cacher sa propre vie et ses propres tourments, parce que quand vous fermez la porte de votre bungalow, de votre appartement ou de je ne sais quoi, vous redevenez Vaina Giocanté, ça revient, enfin j'imagine, ça vous pète au visage. En fait, c'est pas du tout conscient, c'est-à-dire que y a beaucoup de choses qu'on fait quand on est jeune qui sont inconscients et qui sont de l'ordre, je dirais, de la survie, mais de la survie inconsciente. Donc pour moi, d'ailleurs, j'ai pas du tout envie d'être actrice. Ça me fait pas rêver, j'ai jamais rêvé d'être actrice. Je ne sais même pas ce que c'est comme métier. J'ai vu un film dans ma vie avec ma grand-mère qui s'était Bambi. J'ai pas du tout... Et vous avez pleuré, ou t'as pleuré? Oui, j'ai pleuré. Non, mais oui, évidemment, mais je ne sais pas ce que c'est que ce métier. Je connais pas ce milieu, je connais rien du tout. Et donc quand je suis propulsée là-dedans, je ne me considère pas comme actrice, je me vois pas comme actrice. Pour moi, c'est vraiment juste une expérience. Ouais, c'est ça. Et puis une deuxième expérience, et une troisième. Et ce faisant, je me suis vraiment considérée comme actrice assez tardivement, en fait. Et je me suis servie effectivement de cette voie-là pour aller exprimer des choses que je n'étais pas en capacité d'exprimer dans ma vie de jeune femme. C'était une forme d'échappatoire, de soupape qui permettait de... Oui, complètement. D'évacuer des choses. Oui, c'est-à-dire une façon se révéler tout en se cachant, en fait. Et je pense que c'est ce que les artistes font beaucoup dans toutes leurs œuvres, d'ailleurs, c'est-à-dire révéler de l'universel en se servant du personnel et en même temps en libérant des choses. C'est très thérapeutique. Autre moment fort de votre vie qu'on va découvrir dans Tie Break, c'est un moment décisif. C'est ce moment où vous parlez avec votre demi-sœur. Elle a 8 ans. Ouais. Et elle vous dit exactement ce que vous racontez dans le livre. Vous-même, vous l'avez vécu. Je ne veux plus aller voir papa. Et vous inventez des histoires. Il fume trop de cannabis, il y a trop de bruit. Mais sans jamais dévoiler la vérité qui fait que vous ne voulez pas retourner. Et quand votre demi-sœur de 8 ans vous dit la même chose et a les mêmes pudeurs pour dévoiler son envie de ne plus retourner voir son père, là, vous reprenez en plein visage ce que vous avez été quand vous aviez 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est ça qui s'est passé, en fait. La première fois que j'ai dit que je voulais plus voir mon père, j'avais 11 ans. Et ma mère s'est doutée de quelque chose, mais je savais que les conséquences seraient graves, parce qu'on en avait parlé avec mon père. Je pensais même que j'irais en prison. Et donc, j'en ai pas du tout parlé à ce moment-là, malgré les rendez-vous chez la pédopsychiatre. Et donc... Et j'ai pas du tout considéré qu'il pouvait potentiellement reproduire ça avec mes petites sœurs, en fait. Donc à 17 ans, c'est ma mère qui me dit c'est fou, ta sœur ne veut plus voir votre père pareil comme toi à l'époque, tu te souviens? Oh là là. Et au moment où elle me dit cette phrase, j'ai vraiment le ciel qui s'effondre sur ma tête, où je me dis mais je sais intérieurement qu'elle a vécu la même chose. Et donc, je l'emmène au restaurant, juste elle et moi. Oui. J'en parle pas à ce moment-là à ma mère. Et en fait, j'arrive à, sans projeter mon propre récit, j'arrive à vraiment à libérer sa parole par une écoute très attentive. Et quand elle m'avoue qu'elle aussi a subi des attouchements, là, j'ai vraiment quelque chose en moi qui se réveille, à la fois de la culpabilité de ne pas l'avoir protégée avant, de ne pas avoir parlé avant, et en même temps quelque chose de très guerrier. Oui, de la rage là. Alors, c'est pas vraiment encore de la rage, mais c'est une combativité. Là, ça passera pas. Non, parce que j'ai encore une autre petite sœur qui a 2 ans à ce moment-là, et je me dis, on va l'empêcher de nuire. C'est-à-dire, je veux le mettre hors d'atteinte de nuire. Mes sœurs. Oui, c'est les prémices de la boîte papillon. C'est l'idée, il ne faut pas que ça recommence. Il ne faut pas que ça recommence, il ne faut pas... voilà, il faut le mettre hors d'atteinte. Et là, vous appelez votre père? J'appelle mon père, ce qui est quand même assez, quand j'y pense, assez courageux. Ouais. Alors, j'ai quand même mon ancienne belle-mère qui est à mes côtés, avec le téléphone, avec un haut-parleur, parce que j'ai envie
d'avoir une témoin, quelqu'un qui puisse me dire « mais tu n'es pas folle ». Voilà. Et donc je le confronte et je lui dis « voilà, ma sœur a parlé, je me souviens de tout, pourquoi ?» Et là j'ai des aveux. Donc j'ai vraiment des aveux, pour moi, pas pour ma sœur. Oui. Mais voilà, ils font en larmes, il me dit « tu peux pas savoir la culpabilité qui traîne sous mon lit ». Et il avoue, et il me dit « mais viens en Corse, on va en parler ». Et je sais qu'il va me retourner le cerveau et je sais que je ne vais pas pouvoir aller porter plainte. Et je lui dis « non, je vais aller porter plainte demain matin. C'est ça que je vais faire ». Quel et j'y courage. suis allée Quel courage. Le lendemain matin. Et alors, en écrivant le livre, j'ai ressorti les papiers justement de ma plainte. Et en fait, j'ai porté plainte le jour de son anniversaire. Et je ne le savais pas. Ça aussi, c'est une synchronicité absolument incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai regardé la date, 28 mai, et je me suis dit, mais en fait, c'est un timing, j'aurais voulu le faire exprès, que je ne sais pas comment dire, c'est incroyable. Et c'était vraiment, oui, là aussi, un moment clé, un moment extrêmement violent, parce qu'une fois que la machine judiciaire est en marche, il n'y a rien qui l'arrête. Oui. Et puis on est vraiment face à, voilà, à quelque chose d'assez conséquent. Parce qu'il faut aussi, toi-même, il faut que tu reviennes, il faut que tu réexpliques, il faut de nouveau apporter des éléments. Tu le dis dans le bouquin, c'est très mécanique. Oui. Ça y est, ce qu'elle nous a dit est avéré, on en a des preuves. Enfin, tu sais très bien que ce que tu as raconté était vrai. C'est-à-dire qu'en fait, et tant mieux en même temps, parce que je trouve que c'est important aussi. C'est important d'avoir cette confrontation au réel. Moi, le fait d'avoir eu, je dirais, une expertise psychiatrique, une expertise psychologique, une confrontation, ça a été très violent, et en même temps, ça permet aussi que la parole soit vraiment posée. La véracité de ce que l'on a dit, validée par la science et la justice. Votre père est condamné. Oui, il est condamné. Et quelque part, c'est aussi quoi? C'est le chemin de la guérison déjà, le fait qu'il soit condamné ou pas? En fait, la condamnation, je dirais, c'est plutôt la reconnaissance. La reconnaissance du dommage subi. Mais la condamnation en elle-même, c'est-à-dire le fait que mon père aille en prison, je ne le vis pas comme une victoire, parce qu'en fait, tout ça est tragique. Oui. Tout ça est tragique. C'est mon père. C'est ton père. Et donc, il y a aussi... et puis, je vois très bien que l'incarcération sans suivi thérapeutique profond, réel, à quoi ça sert? Vrai pour votre père, pour ton père, vrai pour tous ceux qui vont aller en prison sans être accompagnés. Hein. Oui, c'est-à-dire que... il faudrait aussi revoir ça. Clairement. Comment est-ce qu'on prend en charge au niveau thérapeutique ces hommes-là, en fait? Comment? Parce que voilà, il est sorti après. Alors, je pense que cette expérience carcérale l'a quand même calmé, hein, mais peut-être que d'autres, ça ne les calme. Enfin, voilà, comment en avoir la certitude aussi? Plus aucun contact avec votre père? C'est une page qui s'est tournée? En fait, on s'est recroisés à un moment donné dans ma vie, 12 ans après sa sortie. Et je me suis rendu compte que sa toxicité, justement sa nocivité, sa manipulation était toujours très active, parce qu'il s'est servi de mon pardon pour essayer de dire à ma famille, vous voyez qu'elle a menti, sinon elle ne m'aurait jamais pardonné. Donc j'ai vu à ce moment-là qu'il n'y avait plus grand-chose à en tirer, et qu'il n'y avait pas de reconnexion possible. Je pense que c'est quelqu'un qui est profondément malade, en fait. Donc, pour lequel il n'est pas possible de faire quoi que ce soit, à moins d'être accompagné en prison, d'être suivi, d'avoir un psychologue, ce qui n'a pas été le cas. Oui, et puis en fait, le déni, il y a un moment donné, je dirais, mais en fait, encore une fois, le déni, il vient aussi de son orgueil et de son ego, et du fait il ne peut pas admettre. Mais non. Pour lui, c'est une sortie de route, certes, sauf que c'est une sortie de route qui a eu des conséquences, et peut-être qu'on aurait pu poursuivre... s'il avait aussi annoncé publiquement, dit à mes frères et sœurs, parce qu'à ce jour... il n'a pas assumé pour les... Il n'a pas assumé, donc il a... Eux sont toujours dans cette souffrance de se dire, mais je ne suis pas fou, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. C'est vrai pour tous les enfants victimes de viol et d'inceste. Mes frères n'ont pas été victimes d'inceste, c'est seulement ma sœur, et la dernière a été aussi épargnée, parce qu'il a été incarcéré quand elle était très jeune. Donc ça a servi à quelque chose de très concret, là, en l'occurrence. Oui. C'était exactement l'objectif qui était souhaité. Oui. Même si tu ne souhaitais pas l'incarcération au sens... mais ça a permis de protéger ta petite sœur. Ça a permis de protéger ma petite sœur et peut-être d'autres. Hein. Mais en tout cas, je sais que
le prix à payer, c'est moi ce que j'appelle la double peine, c'est qu'il y a vraiment là aussi un rejet total de la cellule familiale. Et ça, c'est très fréquent. C'est-à-dire que quand... Ta maman, elle aussi, se retrouve dans une situation délicate, à Non, ton non, égard? non, non, Elle non, te non. soutient Non, non, pleinement? elle me soutient, oui, elle me soutient pleinement et elle est complètement dévastée. Oui. Mais elle me soutient, elle n'a jamais mis en cause ma parole. Mais mes frères, enfin, tout le reste de la famille, en Oui. revanche, on devient radioactif, en fait. Et j'en ai beaucoup voulu à mes frères de me dire, mais comment ça se fait qu'il manque autant de courage de regarder les choses en face? C'est-à-dire, il y a un dossier, il y a un dossier de la justice. On ne veut pas voir, bien sûr, non, on ne veut pas voir. Et donc, voilà, personne n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et en l'occurrence, j'ai compris après. En plus, moi, je suis corse. Et donc, en Corse... Femme corse. Oui, mais il y a aussi voilà, la les bandetta, hommes. Ça a aussi des conséquences. Et je me suis Le dit, virilisme corse. En tout cas, j'ai entendu de mon cousin que si mon frère avait dit « Heureusement que c'est pas vrai, si ça avait été vrai, j'aurais mis une balle dans la tête à notre père ». Donc forcément, entre la possibilité de finir ses jours en prison pour avoir tué son père ou de se dire que ses deux sœurs sont des menteuses, le choix est vite fait en fait. Et je comprends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends les raisons qui ont poussé à leur déni et ils n'ont pas les capacités. Un frère dont tu étais très proche, il y avait une forme de lien fort. Très fort. Un amour fort entre vous, une sorte de complicité. Et ça, c'est douloureux aussi. Ça laisse... C'est la chose la plus douloureuse, en fait, de ce parcours. C'est vraiment d'avoir été privée de ma fratrie, et notamment de ce frère-là, avec qui vraiment on était extrêmement fusionnels. Oui, j'ai l'impression qu'il me manquera toujours un peu une partie de moi-même, quoi. Mais... Aujourd'hui, voilà, je les comprends, je les aime, et c'est du gâchis, c'est sûr. Et en fait... c'est peut-être pas totalement perdu. En tout cas, j'y crois pas trop. Peut-être qu'à la mort de notre père, il se passera quelque chose, mais j'y crois pas tellement, en fait. Votre père est toujours vivant? Oui, aux dernières nouvelles, oui. Et entouré de cette fratrie qui ne veut pas croire ou qui ne veut pas voir? Oui, et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un patriarcat aussi. Il y a des terrains, il y a, bien sûr. Il y a des ressources, en fait, il y a trop à perdre. Il y a trop à perdre. Bien sûr. La vie matérielle, au sens matériel du terme. Oui, alors, je ne dis pas que c'est vraiment que pour des raisons financières, mais il y a un patrimoine, on l'appelle d'ailleurs, on dit patrimoine, il y a un patrimoine, et puis il y a aussi un clan, une tribu. Ça, c'est pour le coup les racines corses. C'est la racine corse, clanique. Voilà. Faïna, pour prolonger ce que tu nous racontes de ton parcours de femme, de comédienne, dans tes guérisons, puisque c'est bien écrit dans ce livre, il y a l'idée d'aller chercher des guérisons. Tu vas aller en 2004, après un film tourné avec Kounen, tu pars en expérience en Amérique du Sud, donc on voit assez rapidement que tu vas aller découvrir le chamanisme. Enfin, on voit que tu vas chercher des plantes, des choses qui vont te permettre de te mettre en contact, le chamanisme, c'est ça, avec les esprits, pour essayer de trouver quelque chose. Tu vas réussir à trouver quelque chose, tu vas creuser ce sujet, parce que c'est quelque chose qui va t'habiter et qui va peut-être même t'aider d'ailleurs. Oui, en fait, je ne fais pas de prosélytisme par rapport à la quête spirituelle. Chacun fait ce qu'il a veut. une trajectoire, mais moi j'essayais de retrouver aussi une notion de clan et de tribu à travers les cultures ancestrales. En fait, je me suis dit, bon, j'ai perdu mon clan, j'ai perdu mon foyer, je veux aller rencontrer les cultures ancestrales, je veux aller rencontrer les médecines traditionnelles de ces cultures-là, je veux aller me réparer, mais aller me réparer au niveau de l'âme, en fait. J'ai besoin, c'est vraiment une quête, je dirais, très très profonde, extrêmement profonde, où je me dis, ce que je vois dans la déflagration, c'est qu'elle a lieu à plusieurs niveaux de l'être. Physique, voilà, la mémoire cellulaire, émotionnelle. Et pour moi, il y a aussi une fracture qui est vraiment... mon esprit a été vraiment... Ton âme? Oui, ton être profond. Alors, mon être profond, je pense qu'il est intact. Mais en tout cas, il y a quelque chose... Voilà, mais il y a quelque chose
que j'ai besoin d'aller reconnecter, d'aller retrouver et de recréer des racines saines, d'aller recréer une base, une structure saine. Et donc, je vais aller explorer vraiment. Je pars voilà, au Pérou, je pars en Afrique chez les Maasai, je pars en Mongolie. Je pars vraiment dans les endroits où je sais qu'ils ont exactement la même façon de vivre qu'il y a 10 000 ans. J'ai besoin de retrouver cette espèce de bon sens de l'humanité. Vérité, pour utiliser un mot très philosophique. Oui, alors à l'essence même de l'être, en fait. Oui, et puis vraiment de retrouver un sens de la famille, en fait, je ne sais pas, de la tribu. Ça, je l'ai compris en écrivant le livre, parce que je n'avais pas du tout conscience de ça. Et c'est en écrivant, je me suis dit, c'est quand même incroyable, oui, je suis allée chercher ça. Et j'ai trouvé, ça j'ai trouvé. Ça, tu l'as trouvé. Ouais. Et ce que tu as trouvé aussi, qui est un autre moment important dans notre émission, c'est que dans le chemin de la guérison, dans l'idée du plus jamais ça, il y a cette rencontre avec Laurent Bloch, avec Boyer, Laurent Bloch et Laurent Boyer. Puisque j'hésitais à dire Laurent Boyer, parce qu'il a le nom aussi d'une personnalité de la télé très connue. Alors, ce n'est pas ce Laurent Boyer-là, mais c'est un homme absolument incroyable qui a décidé de créer les boîtes papillons. Et avec Laurent Bloch, Laurent Boyer et toi, vous avez décidé d'en parler. Et ces boîtes papillons, c'est un magnifique outil qui vient justement anticiper sur le début de ce livre, quand tu t'adressais à ceux qui commettaient des actes absolument abominables. C'est l'idée de laisser libérer la parole de l'enfant dans des petites boîtes aux lettres qu'on va mettre dans les écoles. C'est bien ça, les boîtes papillons. Oui, exactement. Alors en fait, pour revenir, je pense que c'est le début d'un nouveau chapitre, qui est un chapitre… De ta guérison ? En fait, ce n'est pas un chapitre de ma guérison, c'est un chapitre, pour le coup, vraiment de rendre au collectif tout ce que j'ai pu accumuler. Et donc, dont le chemin chamanique, dont tout ce que tu as vécu. Et en fait, dans ce carrefour-là, quand j'ai sorti le livre, j'ai été face à un espèce de tsunami où je me suis dit, mais il manque des moyens, il manque pas de… Enfin, il manque une certaine volonté politique, mais il manque pas de volonté des gens sur le terrain, en fait. Il leur manque des moyens. Donc, j'ai rencontré pas mal d'associations et je me suis dit, il faut qu'on monte un fonds de dotation, une fondation. J'en ai parlé à un ami qui me dit, mais c'est incroyable, il faut absolument que tu rencontres cet autre ami, Laurent Bloch, parce qu'il lui a dit exactement la même chose. Et donc, on s'est rencontrés, ça a été un peu une sorte d'évidence, un moment comme ça où… Vous disiez la même chose et tout d'un coup, il fallait se parler, il fallait se retrouver. Oui, avec une sorte de complémentarité de nos personnalités, de nos réseaux. Et tout s'est fait de manière assez fluide pour monter ce fonds de dotation Les Enfants Kintsugi. Donc. Et Enfants Kintsugi, c'est vraiment axé sur la réparation, axé sur la reconstruction. Et de lancer aussi un message de… C'est pas parce que vous avez été abîmé dans votre enfance que vous êtes acheté à la poubelle. Au contraire, on peut vous réparer avec des beaux fils d'or. Exactement. Ça coûte cher les fils d'or, hein. Ça demande quand même aussi que la puissance publique… Ça demande un investissement, ça demande une volonté, ça demande une cohésion, c'est-à-dire qu'on se mette ensemble, vraiment. Et ce trio, Laurent Bloch, Laurent Boyer, Vaina Giocante, crée ce fonds de dotation, installe, puisque ce fonds de dotation va servir aussi à installer ces boîtes aux lettres. En fait, on a créé le fonds de dotation avec Laurent Bloch et on soutient les boîtes papillons. On soutient les boîtes papillons. Donc, on n'a pas créé le fonds de dotation avec Laurent Boyer, mais on soutient Laurent Boyer dans ses actions parce que c'est des actions qui sont très concrètes, très efficaces, de terrain, qui ont fait leurs preuves. C'est-à-dire à la fois récolter la parole, donc la détection, qui est quand même très important. Extrêmement important parce que il y a 3 enfants par classe. Ils sont où ces 3 enfants? Ils ont des prénoms. Les statistiques donnent froid dans le dos. Les statistiques donnent froid dans le dos, mais ce ne sont pas que des chiffres, ce sont une réalité des enfants. Et donc, comment est-ce qu'on les détecte? Comment est-ce qu'après on les accompagne aussi? Une fois qu'ils se sont exprimés… Une fois qu'ils se sont exprimés sur les violences qu'ils subissent. Je voudrais préciser, Vaina, c'est important qu'on le dise, l'éducation nationale reste aujourd'hui un peu frileuse, même s'il y a beaucoup d'écoles qui les installent, mais une grande majorité sont très frileux. Le ministère de l'Éducation nationale reste assez rétif. Il faut préciser que cette petite boîte aux lettres dans laquelle il y a des mots, il y a le harcèlement scolaire, il y a les bagarres de cours, il y a on m'a tiré les cheveux, on a mon papa me bat, ma maman est alcoolique, mon papa abuse de moi, avec une graduation d'actes de cours d'école jusqu'à des actes les plus graves, ouverts par quelqu'un qui n'est pas de l'école. C'est important de le dire.
par un policier, par une autorité assermentée. Ouais. C'est intéressant de l'entendre puisque ça permet d'avoir un recul. C'est bien ça l'objectif aussi des boîtes papillons. C'est accepter aussi de voir ce qui ne va pas et de sortir de ce déni personnel. Et parce qu'en fait, dire aux enfants parler ou dire aux victimes parler, c'est pas tant ça en fait. Les victimes parlent, les enfants parlent. Il faut les entendre. C'est comment, voilà, c'est est-ce qu'on va les entendre et qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on va prendre en charge cet enfant? Comment est-ce qu'on va prendre en charge et accompagner cette victime-là? Et donc, je pense que c'est ça qui crée une réticence, c'est-à-dire déjà, ils n'ont pas tellement envie de se mêler des affaires personnelles et des affaires familiales, donc ils n'ont pas tellement envie de s'immiscer dans ces violences intrafamiliales. Le tabou suprême. Oui, c'est le tabou suprême. Et puis surtout, il y a un manque de formation aussi. Bien sûr. Je pense que c'est ça aussi qu'on devrait financer, c'est financer des formations au recueil de la parole et des formations aussi de professionnels de l'enfance qui vont pouvoir et savoir quoi faire. Bien sûr. Parce que quand on sait quoi faire, ou quand on sait comment recueillir une parole, et après, à quelles institutions, mais en fait, c'est aussi ça la difficulté, c'est que il manque un peu de tout, quoi. Il manque des structures d'accueil, il manque des structures d'accueil d'urgence. Exact. Il manque... je pense que la justice est complètement dépassée aussi. Les délais sont effroyables sur des affaires. Comment est-ce qu'on va mettre en sécurité un enfant qui exprime qu'il ne veut plus aller vers le parent et pourtant, parfois, il arrive auteur. qu'on remette l'enfant chez Très souvent, beaucoup ce sont trop des abominations. Souvent, beaucoup trop souvent. Mais que fait la justice sur ces sujets, objectivement? L'enfant ne veut plus retourner vers celui qui, d'ailleurs, parfois a été condamné ou en tout cas est suspecté très, très fortement d'abuser. Ça demande des réformes très, très profondes. Ça demande aussi... moi, c'est pour ça qu'on est vraiment... avec Laurent, on met l'accent aussi sur le savoir expérientiel. C'est-à-dire soutenir des personnes qui ont traversé par leur expérience et qui s'en sont sorties. Les ambassadeurs qui racontent. Des ambassadeurs, mais pas seulement des ambassadeurs, des gens qui vraiment ont les ressources, les moyens, les connaissances pour faire de ce savoir expérientiel et le communiquer aussi à des juges, à des avocats, à des pédopsies. Mais de leur donner les bons outils. Leur donner les bons outils et puis qu'on apprenne les uns des autres. Une bonne compréhension. Oui, c'est ça, qu'on soit vraiment, je dirais, co-créateur de toutes ces réformes, de toutes ces nouvelles choses à faire. C'est le début de quelque chose, c'est ce que vous nous décrivez. Rappelez-nous le nom de ce fonds de dotation pour ceux qui nous regardent et rappelez-nous le nom qui est magnifique. Le Fonds des enfants Kintsugi. Kintsugi, le fonds Kintsugi. Oui. Alors c'est pas très connu, enfin c'est en train d'être connu. Je trouve ça très beau. On veut lancer un mouvement. On veut lancer un mouvement parce qu'on est tous des enfants Kintsugi, à plus ou moins grande échelle. Oui, on a tous et toutes eu des blessures d'enfants. Alors ça peut être voilà, des traumatismes, un divorce, des violences. On a tous un enfant en nous. On a tous un enfant qui dort en nous. Un enfant qui a à un moment donné été fracturé, plus ou moins grande échelle. Parfois c'est juste une fêlure et parfois c'est vraiment brisé en mille. Et donc le mouvement des enfants Kintsugi, c'est un mouvement d'enfants qui se sont réparés ou ont été aidés à se réparer et qui vont aider les autres enfants et qui vont, je pense, par leur connaissance, par leur expérience, vont aider à ce que des enfants ne soient plus à la base brisés en mille et qui soient justement protégés. Empêchés. Oui. Empêchés. 5,8 millions d'adultes en France, femmes et hommes, ont été victimes d'abus sexuels. Ce chiffre est absolument extravagant pour terminer notre émission. Ce sont des personnes qui souffrent en silence pour certaines et peut-être que vous les aidez à travers votre prise de parole à aussi prendre la parole, s'exprimer. C'est peut-être même plus, parce qu'il peut y avoir aussi des amnésies traumatiques. Donc, oui, exact. C'est peut-être même des chiffres encore plus effroyables que cela. En tout cas, on est tous concernés de près ou de loin. Tous, absolument tous. Donc, et encore une fois, les chiffres parlent, mais ces chiffres sont des humains. Donc, ce sont des souffrances. C'est s'adresser. Et en fait, il y a quelque chose, j'ai remarqué, le fait de sortir mon livre, le fait de se sentir compris et entendu, ça fait déjà beaucoup de bien. Exact. Je te crois. Ce que tu me dis est vrai. Je te crois. Je t'accueille. Oui, je te crois. Je t'entends, en fait. Je t'entends, je sais où tu es. Je sais exactement où tu es.
Merci, Vaina Diokante. Merci pour ce moment de partage dans Tie Break. C'est un moment important pour nous aussi et pour moi, parce que je tenais vraiment beaucoup à vous inviter, tant par votre parcours de comédienne, parce que vous partez sur des séries, vous êtes devenue une vraie comédienne à part entière, parce qu'à 14-15 ans, vous hésitiez, et là, aujourd'hui, vous êtes pleinement comédienne, actrice comédienne. La danse, vous avez arrêté avant de nous quitter, c'est fini? Oui, je fais de la danse par plaisir, mais plus comme avant. Pas au niveau où vous étiez. Mais oui, non. Vous avez fait un choix. Oui, c'est ça. Vaina Diokante à corps ouvert chez Robert Laffont. Et puis le fonds de dotation, Kintsugi. Le fonds de dotation Kintsugi qui est ouvert aux dons. On a besoin, des dons, de l'aide, du soutien, des expériences. Faites-nous partager peut-être, ou faites partager à ce fonds de dotation des initiatives peut-être qui ne sont pas connues, des initiatives, vous là, dans les territoires. Les initiatives, c'est aussi des prises de parole dans les écoles, c'est mettre en place ces boîtes aux lettres, c'est la création d'une maison d'accueil thérapeutique pour les enfants en situation d'urgence, c'est plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Il y a 1000 choses à faire et on n'a pas eu le temps de parler de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui est un autre vaste sujet d'accompagnement et d'accueil de ces enfants, souvent brisés, pas toujours brisés, violentés sexuellement, mais des enfants brisés pour le moins. Merci Vaina Diokante, c'était un plaisir de partager ce moment dans Tie Break, évidemment. Merci à vous, merci pour votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.